Bien. Alors donc, comme je disais, donc l'objectif de cette démonstration, c'est de permettre de créer une application web J2E basée donc sur Spring MVC. MVC côté serveur. L'application devrait permettre de chercher les produits dont la désignation contient un mot-clé qui va être saisi dans une zone de texte. Bon, on va utiliser la pagination, donc on va voir comment gérer ça. Alors, dans l'architecture, donc, il y aura une base de données MySQL. Bon, la couche DAO donc, sera basée sur Spring Data, GPA Hibernate, pour faire le mapping objet relationnel. Et la couche web donc, sera basée sur Spring MVC côté serveur. Donc, on va créer un contrôleur et une vue. Et les vues qu'on va créer donc, sont basées sur un moteur de template qui s'appelle Themeleaf. Alors, on va commencer d'abord par la création de la couche DAO. Donc, on va créer d'abord un projet. Alors, comme toujours, donc, c'est le projet, c'est Spring Starter Project. Bon, je vais créer donc le projet, je l'appelle catalogue MVC 4, version 4, si vous voulez. Alors, j'utilise toujours les mêmes paramètres classiques. Donc, c'est un projet Maven. C'est la version 8 de Java. Donc, je vais utiliser une application sous forme d'Angular, c'est-à-dire c'est une application Java autonome. Après, par la suite, donc, je vais vous montrer comment créer une application WAR. Donc, si vous voulez la déployer dans un serveur d'application ou bien dans un conteneur web qui est déjà démarré. Alors, on va utiliser le groupe id org.sid. Donc, là, on va mettre catalogue MVC4. Le package, on va garder le package org.sid. Donc, peu importe. Next. Alors, maintenant, quelles sont les dépendances qu'on va utiliser? Bon, je vais utiliser d'abord, donc ici j'utilise la version 1.4.2 de Spring Boot. Alors si juste vous regardez, vous trouverez toujours les dernières versions. Donc, par exemple, la dernière version c'est la version 2, mais elle est en snapshot. Donc ici d'éviter toujours les dernières versions parce que en cours d'essai, donc en cours d'évaluation, donc pour ne pas avoir de surprise, parfois il y a des erreurs que vous aurez du mal à comprendre. Donc je suis donc sur cette version qui est déjà release. Alors, quelles sont les dépendances? Donc, comme la dernière fois, d'abord dans la partie SQL, parce que j'ai une base de données SQL, donc je vais utiliser GPA MySQL. Pour la partie web, je vais cocher la dépendance web. Pourquoi la dépendance web? Parce que j'ai besoin d'utiliser Spring MVC. Et en même temps, quand vous utilisez la dépendance web, ça permet d'intégrer un conteneur Tomcat dans l'application. Donc, on n'a pas besoin d'installer ni de démarrer Tomcat, parce que quand vous démarrez l'application Spring Boot, elle-même, il va démarrer Tomcat. Donc, tout est inclus. Et après, donc, on aura également besoin, par contre, d'utiliser un moteur de template. Alors, le moteur de template, il fait partie donc de Template Engine. Donc ici, donc, vous voyez donc des moteurs de template qu'on va utiliser pour les vues. On va utiliser Themeleaf. Sinon, on peut utiliser FreeMaker, Mustache, Velocity, Groovy Templates. Donc il y a plein de moteurs de templates qu'on peut intégrer facilement dans l'application. Alors c'est ce que je vais vous expliquer. Donc en fait, le moteur de template, il va vous éviter d'utiliser JSP classique. Autrement dit, donc, c'est lui qui va vous permettre de générer les vues côté serveur. Mais vous allez comprendre le principe facilement. Next. Alors ici, donc, combien de dépendances que nous avons choisies? 4. MySQL, GPA, Web et Themeleaf. Alors dorénavant, donc, c'est les dépendances que vous allez utiliser pour créer vos applications Web J2E. Alors, la première des choses que je vais faire, donc je vais créer d'abord la couche DAO. Bon, j'ai changé de version, ça veut dire qu'il a besoin encore de recharger les jars.
Alors, une fois que vous créez le projet, donc c'est ce qu'on vient de faire. En fait, un projet créé. Alors, je vous montre la structure, voilà. Alors, dans un projet Spring Boot, généralement, vous trouverez l'application Spring Boot. Donc, c'est une application Java qu'il faut démarrer. Ben, on va trouver un dossier statique. Alors, maintenant, ce qui nous intéresse pour l'application web, dans le dossier ressources, il y a deux dossiers. Il y a statique et il y a template. Alors, dans le dossier statique, on va mettre tout ce qui est les ressources statiques de l'application, comme par exemple les feuilles de style CSS, tout ce qui est les pages HTML statiques, les images, du code JavaScript. Ça veut dire que tout ce qui va être accessible directement par le client, donc c'est les ressources statiques. Mais tout ce qui est généré côté serveur, par exemple les vues de l'application, comme les pages basées sur les moteurs de templates, on va les mettre dans un dossier qui s'appelle template. Ça veut dire si vous faites MVC côté serveur, toutes les vues, il faut les placer dans le dossier template. Si vous faites MVC côté client, les vues seront dans le dossier statique. Si vous voulez. Nous avons le fichier application.properties et après .xml. Donc ça c'est la structure du projet qui va être créé. Alors on a créé le projet, il est là. Alors dans ce projet-là, donc on va trouver donc l'application qui est créée. Nous on va créer les entités de l'application. Alors, quelles sont les entités qu'on va créer? Donc, il y a l'entité produit. Alors, on va utiliser donc le package entities. Bon, une entité, donc, comme on a l'habitude de le faire, donc c'est une classe qui est sérialisable. On va déclarer les attributs. Donc, il y a le ID qui est de type long. Il y a la désignation qui est de type string. Il y a le prix qui est de type double. Il y a la quantité qui est de type int. Après, donc, on va générer un constructeur sans paramètre. Un constructeur avec paramètre. Bon, je ne mets pas le ID parce qu'il est généré automatiquement. Auto-incrémenté, si vous voulez, au niveau de la base de données. Et je génère les getters et setters. Alors maintenant, après, on va ajouter les annotations GPA. Donc, pour faire, du moment que nous avons une base de données relationnelle, on va utiliser donc GPA, donc l'annotation entity, l'annotation ID et l'annotation generated value parce qu'on va la valeur de ID générer automatiquement. Bon, c'est suffisant pour créer l'entité GPA. Alors pour vérifier est-ce que la base de données sera créée, on aura besoin de configurer le data source dans le fichier application.properties. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ces propriétés-là à partir d'un document qui existe déjà. On va faire copier-coller. Ils sont là. Alors ces propriétés, donc il y a forcément à changer la base de données. Donc j'ai une base de données que je vais appeler db4 mvc4. Ça c'est la base de données de type MySQL. Le nom de l'utilisateur root, le pilote GDVC de MySQL, show SQL true pour demander d'afficher les requêtes SQL. Update, DDL auto-update, ça veut dire que c'est Hibernate qui va créer les tables. On va garder update. Et après le dialecte, c'est MySQL5 dialecte. Donc ça, c'est les mêmes propriétés qu'on a déjà utilisées. Alors si vous faites ça, on peut déjà démarrer l'application, mais avant ça, il faut d'abord créer la base de données. Alors avec phpMyAdmin, je crée la base de données. Je démarre l'application. Bon, généralement, quand vous créez les entités, la première des choses que vous allez vérifier, est-ce que d'abord vos entités sont bien annotées? C'est une application Java. Alors si tout se passe bien, donc vous allez voir que la table va être générée. Alors maintenant, il va démarrer l'application, mais du moment que vous avez utilisé la dépendance web, vous allez voir, alors ici donc il y a une erreur au démarrage. Voilà, il nous dit que en fait
En fait, le port, parce qu'en fait, quand il démarre, l'application, il démarre automatiquement Tomcat. Il démarre Tomcat sur quel port? Sur le port 80-80. Alors, si le port, par exemple, 80-80 est déjà démarré, bah, l'application ne va pas démarrer. Ça, c'est l'un des problèmes souvent qui sont posés. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous changez le port. Alors, si vous voulez définir le port de votre serveur Tomcat qui va être démarré, en fait, ça se passe dans le fichier application.properties. On peut utiliser donc server.port. Server.port. Et vous mettez par exemple 80-88. C'est très simple. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire que quand tu vas démarrer le serveur, tu vas le démarrer sur le port 80-88. Ou bien, alors je mets ça en commentaire, c'est pas ce que je vais faire, je vais arrêter le serveur qui est démarré, parce que c'est pas pour moi, c'est en quelque sorte, je vais regarder dans les services qui sont démarrés. Java W. En fait, souvent, si vous avez votre application plante souvent, si vous avez démarré déjà l'application, il a planté, souvent le serveur il est déjà démarré. Tant que vous n'avez pas quitté Eclipse, il va rester là. Donc, c'est ce que je vais faire, je vais l'arrêter comme ça. Java W, je l'arrête. En fait, il y a déjà une version de Tomcat qui est déjà démarrée. Et je redémarre. Alors sinon, si le port 80-80 il est déjà libre, donc souvent vous n'aurez pas de problème au démarrage. Alors une fois que l'application est démarrée, on va regarder donc la base de données. En principe, on devrait trouver que la table produit a été générée, elle est là. Alors ça, on a déjà montré. Oui? Comment? En fait, si vous voulez, quand vous démarrez l'application maintenant, qu'est-ce qu'il vient de faire? Donc, quand vous démarrez l'application, ce qui se passe, c'est qu'il démarre, il va lire le fichier application.properties, il va générer la base de données, mais en même temps, si vous regardez bien dans le classe, les dépendances Maven, vous allez trouver qu'il y a une version de Tomcat, il est là. Donc, c'est-à-dire Tomcat, il fait partie déjà que vous avez dans l'application. Donc, il va démarrer Tomcat. Mais Tomcat, c'est une application Java. Pour la démarrer, il la démarre avec la commande Java W. Donc Tomcat, il est démarré. Mais ce qui se passe parfois, c'est que vous avez démarré l'application plusieurs fois. Peut-être parfois ça plante. Et du coup, parfois il y a une instance de Tomcat qui échappe à votre application. Donc si vous voulez juste avoir ce réflexe, soit que vous cherchez le port 80-80, quelle application qu'il occupe, ou tout simplement vous regardez si vous avez une application qui utilise Java W, donc c'est juste pour indication. C'est bon? Alors maintenant, on veut, avant de passer à la suite, on aura besoin maintenant de gérer les produits. Donc on aura besoin d'utiliser Spring Data. Alors pour utiliser Spring Data, on va créer l'interface GPA Repository. Alors on va l'appeler produit repository. Alors on va la mettre dans le package DAO. Alors en fait, une interface GPA repository, c'est une interface qui hérite extends GPA repository. Alors qu'est-ce qu'on va gérer? L'entité produit. Et le ID, il est de quel type? Il est de type long. Bon, ça suffit pour avoir déjà les méthodes qui permettent de gérer les produits classiques. Alors maintenant, on va faire quand même un test dans l'application. On va ajouter quelques produits. Alors pour cela, j'ai besoin de déclarer un objet de type application context. Alors c'est pas le bon package. Application context de Spring. Alors application context, c'était x égale. Alors, quand Spring démarre, il vous donne le contexte de l'application. Alors, c'est bien ça notre architecture. C'est très important de faire le lien. Regardez. Dans notre architecture, nous avons... Qu'est-ce qui démarre en premier lieu? C'est Spring IOC. Quand il démarre, il crée quand même pas mal d'objets.
il fait l'inversion de contrôle, mais on a besoin de ce contexte pour accéder aux différentes ressources qui sont instanciées par Spring. Alors pour cela, donc, on a application context. Tout ce que je veux, moi, c'est que je veux l'objet de type produit repository. Donne-moi un objet produit repository. Donne-moi un objet qui implémente cette interface. Donc c'est pas get alias, c'est get bin. Donne-moi un bin qui implémente l'interface produit repository.class. C'est une interface. Et après, je veux ajouter donc les produits, donc produit repository.save. Je vais ajouter quelques produits, new produits. Alors, juste des données quelconques. On va mettre un prix quelconque, quantité. On fait des copier-coller pour ajouter 4 produits, par exemple. 3 produits. Bon. Ça, c'est un ordinateur. Par exemple, HP 322. Ça, c'est une imprimante. Epson. Et imprimante. Et vous avez également une imprimante, par exemple, HP. Je ne sais pas quoi. Alors, en tout cas, tant que c'est des données quelconques que vous avez ici. Par exemple, on a produit une classe abstraite. On l'a dessous, on peut mettre un petit peu. Non, qui fait classe abstraite. Par exemple, produit c'est une classe abstraite. Non, il faut pas. On ne va pas utiliser new class abstraite. GetBin, non, vous avez une interface de toute façon. Une interface, par exemple, vous gérez les comptes, c'est ce que vous voulez dire. Vous gérez les comptes, donc vous créez une interface GPA Repository qui hérite de, plutôt une interface qui hérite de GPA Repository, vous gérez compte. Alors quand vous mettez GetBin, vous mettez compte Repository. Mais si quand vous n'allez pas mettre new compte, vous allez mettre new compte courant ou bien new compte épargne. Alors, je vais afficher la liste des produits au démarrage. Produit repository.findAll, .forEach. Pour chaque produit P, je vais afficher system.out.print p.getDésignation. Bon, ça c'est une expression lambda de Java 8, donc c'est plus simple. Je réexécute. Alors ça, c'est un simple test que vous faites pour démarrer l'application, pour être sûr déjà est-ce que vous arrivez à insérer les données et afficher. Alors en principe, si tout se passe bien, vous allez voir ici, nous avons les produits qui sont insérés. Maintenant, je vais passer à la couche web. Donc je viens de vous montrer comment créer donc l'entité. On a créé l'interface GPA Repository, on a testé. Maintenant, je passe directement à la partie web. C'est-à-dire, on va créer un contrôleur et une vue. Alors, comment on va faire ça? Alors, vous allez remarquer déjà que, en fait, dans notre architecture, que je vous ai montré de Spring MVC, quand vous travaillez avec Spring MVC par défaut, vous avez un contrôleur, une servlet qui est fournie par Spring MVC, ça s'appelle Dispatcher Servlet. Donc vous n'avez pas besoin. Alors si vous travaillez dans un projet web dynamique classique, généralement, il faut d'abord déployer cette servlet. Ça veut dire qu'il faut la déclarer dans le fichier web.xml. Mais avec un projet Spring Boot, c'est la configuration par défaut, si vous voulez. Donc vous n'avez pas besoin de la déployer par défaut, il démarre Dispatcher Servlet. Bon, la preuve d'ailleurs, si vous regardez ici, dans les messages qui sont affichés dans la console, si vous cherchez quelque part dispatcher servlet, dispatcher voilà. Ben, vous trouverez que en fait le dispatcher servlet il est déjà déployé. Donc il suffit de cocher la dépendance web, ça y est, vous avez déjà Spring MVC. Alors maintenant ce qu'on veut faire, c'est que on veut créer notre contrôleur.
Ça veut dire que je sais que toutes les requêtes HTTP passent d'abord par dispatcher servlet. Mais pour chaque requête, il fait appel au contrôleur qui contient l'action. Alors, comment créer un contrôleur? Donc, on va créer une classe. Toujours dans le package, toujours org.sid, je vais créer le package web. Je vais l'appeler produit contrôleur. Alors en fait, un contrôleur Spring MVC, c'est une classe qui possède la notation contrôleur obligatoire. Alors ça suffit pour dire que ça c'est un contrôleur Spring MVC. Ensuite, notre contrôleur a besoin de la couche on a besoin de faire appel à la couche métier ou bien la couche DA. Alors ici donc, dans notre cas, nous allons appeler directement l'interface GPA repository. Ça veut dire que notre contrôleur a besoin d'utiliser l'interface produit repository. Alors on va déclarer un objet de type produit repository. Mais pour faire l'injection des dépendances, on va utiliser la notation AutoWired. On l'a déjà vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je demande à Spring, à Dispatcher Servlet, qui est celui qui démarre tout ça. Enfin, Spring, c'est pas Dispatcher Servlet. Je demande à Spring IOC d'injecter un objet de type produit repository. Bon, cherche-moi l'une des classes que tu as déjà instanciées et qui implémente cette interface. Tu vas l'injecter. Donc, vous voyez, donc AutoWire, c'est l'injection des dépendances. Et après, je vais créer des méthodes. Une méthode. Alors, généralement, chaque méthode retourne souvent un string qui représente le nom de la vue qui va être affiché. La méthode, je vais l'appeler index. Alors, si vous faites par exemple, une méthode index, vous mettez return, par exemple, je vais créer une page qui s'appelle produit.html. Alors, vous mettez tout simplement return produit. Alors, ça veut dire, produit, ça représente quoi? Ça représente le nom de la vue. Mais par défaut, la vue s'appelle produit.html. Même si .html, il va être soumis à un moteur de template. Ça ne veut pas dire que c'est une page statique. Dans même la page HTML, je peux ajouter d'autres attributs qui vont être interprétés côté serveur. Donc, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors maintenant, mais pour accéder à cette action-là, je vais utiliser une annotation qui s'appelle request mapping. Alors dans request mapping, je vais utiliser value égale /index par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je tape http localhost /index, alors ça c'est l'URL, hein, /index. Quand je tape /index, quelle est la méthode qui va exécuter? C'est la méthode index. Bon, cette méthode-là, vous n'êtes pas obligé de l'appeler index, vous pouvez l'appeler par exemple produit. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, get produit. L'essentiel, c'est que quand je tape /index, c'est cette méthode qui va s'exécuter. Alors maintenant, pour tester déjà, on va créer la vue. Alors cette vue, où est-ce qu'on va la mettre? Alors comme c'est une vue qui va être générée côté serveur, on va la mettre dans le dossier template. Alors quand on fait MVC côté serveur, les vues c'est dans MVC plutôt dans template. Alors je vais créer donc une page HTML file que je vais appeler produit.html. Alors dans cette page produit, donc je vais changer juste le codage UTF-8. Comme ça on peut utiliser les caractères accentués. Autre chose, quand on travaille avec Themeleaf, et là c'est une remarque importante, par défaut Themeleaf il utilise le XHTML. Alors le XHTML, dans XHTML toutes les balises doivent être fermées. Ça veut dire que par exemple ici vous avez ouvert une balise méta, il faut la fermer. Vous mettez ici /. Sinon au démarrage il vous dit qu'il va vous signaler comme quoi une telle balise n'est pas fermée. Donc ça c'est pour la config par défaut. Alors donc ça c'est le titre. Bon, pour le moment, donc, je vais mettre ici le style H3, par exemple, test. Alors, j'ai un contrôleur. La seule URL à laquelle je peux répondre, c'est /index. Je redémarre l'application. Vous allez remarquer au début qu'à chaque fois qu'on fait une modification, on va redémarrer. Mais après, je vais vous montrer, si vous voulez, qu'à chaque fois que vous faites une modification, il recharge automatiquement. Il y a une dépendance que nous allons ajouter tout à l'heure dans le fichier pom.xml qui s'appelle DevTools. C'est elle qui va nous régler le problème.
Alors, donc, localhost, je vais taper localhost 8080 slash quoi? Index. Alors, si tout se passe bien, donc vous avez le message test. Donc, ça prouve déjà que vous avez écrit slash index parce qu'il y a quand même plein de choses qui se sont passées. Alors, je reviens toujours à l'architecture de Spring MVC. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit? Donc, HTTP, j'ai envoyé une requête avec get slash index. Il passe par dispatcher servlet. Dispatcher servlet, lui, il va chercher dans quel contrôleur il y a cette action. Donc, il va chercher la notation slash index, il est associé à la méthode index. Donc, la méthode index, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retourné le nom de la vue. N'est-ce pas? Et le nom de la vue, c'est quoi? C'est produit. Et après dispatcher servlet, il a cherché une vue qui s'appelle produit.html. Et après, cette page produit.html, elle est envoyée au client. Alors maintenant, nous, on ne veut pas afficher un simple test, mais on veut afficher la liste des produits. Alors pour cela, on aura besoin d'utiliser le modèle. Pourquoi? Parce que dans MVC, nous avons dit que on récupère les résultats et les résultats vont être stockés dans un objet qui s'appelle le modèle. Alors c'est ce qu'on va faire. Pour utiliser le modèle, c'est très simple. Il suffit de déclarer un objet qui s'appelle modèle. Dans chaque méthode, vous déclarez un objet de type modèle. Il faut l'importer. Donc c'est l'objet modèle de Spring. Et après, dans notre méthode index, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer la liste de tous les produits, par exemple. Je veux les produits, donc je vais utiliser, j'appelle quoi? Produit repository. Donc c'est produit repository. Produit repository.findAll. Alors maintenant, je récupère la liste des produits à partir de, soi-disant, pour moi c'est la couche métier. Et qu'est-ce que je vais faire? Cette liste-là, je vais la stocker dans le modèle. Comment? Je vais utiliser modèle.set modèle.add attribute. Dans le modèle, je vais créer un attribut que je vais appeler liste produit. Et dans lequel je vais mettre la liste des produits. Alors maintenant, le contrôleur a fini son travail. Qu'est-ce qu'il a fait le contrôleur? Il a appelé la couche métier, il a récupéré la liste. Elle est là, la liste. Où est-ce qu'il va la stocker? Il va la stocker dans le modèle. Avec quel nom? Liste produit. Alors, ouais? Non, attendez. Ici, donc, vous êtes le modèle, c'est juste un objet qui stocke les résultats qui vont être affichés. Donc, pour les méthodes, les traitements, c'est dans le contrôleur. Okay? Non, alors on y parlera. Pour le moment, le modèle, c'est juste un objet, une instance d'une classe, d'ailleurs qui implémente l'interface map, hein, dans lequel vous avez les clés valeurs. Alors la clé, c'est quoi? Liste produit. Et la valeur, c'est quoi? Alors maintenant, je vais vers produit.html pour voir comment afficher cette liste de produits. Alors comment on va faire? Alors maintenant, dans produit.html, maintenant j'ai besoin d'utiliser un moteur de template qui va me permettre de chercher des données dans le modèle et de les insérer dans la vue. Alors dans notre cas, nous allons utiliser TeamLeaf. Alors pour utiliser TeamLeaf, c'est très simple, il faut le déclarer sous forme d'un namespace. Dans la valise HTML, on va déclarer XMLNS, deux points. On va donner un préfixe. Alors par défaut, le préfixe utilisé par TeamLeaf, c'était H égale. Et le namespace s'appelle http://www.teamleaf.org. Alors ça, c'est juste le nom de la librairie, soi-disant, de TeamLeaf. TeamLeaf, c'est quoi? C'est une bibliothèque. C'est un moteur de template qui va être utilisé dans votre application. Et toutes les actions qui sont fournies par cette librairie, ce moteur de template, ils vont être préfixés par un préfixe que j'ai appelé TH. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois dans ma page HTML, si j'écris TH de point quelque chose, j'accède aux éléments fournis par TeamLeaf. Alors d'ailleurs, c'est ce que je vais faire ici. Je vais créer un tableau, table. Alors pour le moment, je vais utiliser une bordure, après je vais l'enlever.
Alors dans un tableau, donc généralement vous avez l'entête T-head et vous avez la partie du tableau, c'est T-body. Alors dans T-head, on va mettre une ligne d'entête, c'est TR. Et dans TR, on va mettre plusieurs TH. Alors dans notre cas, nous avons besoin de ID. On va afficher le ID du produit. On a besoin d'afficher la désignation. On a besoin d'afficher le prix, la quantité. Et dans T-body, nous allons faire une boucle. TR. Alors maintenant, c'est ça, parce qu'en fait, moi, ce que je veux afficher, la liste des produits. Alors, tout ce que je sais dans la vue, c'est que les produits sont stockés dans le modèle avec quel nom? Avec liste produit. Maintenant, pour utiliser donc une boucle, on va utiliser TR. Dans TR, j'utilise maintenant un attribut TH each égal. Alors, vous voyez donc TH each, c'est un attribut qui n'existe pas dans HTML. Mais c'est un attribut qui est fourni par ThemeLeaf. Ça veut dire que quand vous faites taper la site vue, ThemeLeaf il va traverser toute la page. À chaque fois qu'il trouve un attribut TH quelque chose, il va l'interpréter. Donc ici, donc, ce n'est plus du GSP, mais c'est plutôt ThemeLeaf qui va se charger de gérer ça. Alors maintenant, on va lui dire quand même de parcourir. Alors comment écrire donc l'expression each pour chaque P de points, pour chaque produit P si vous voulez. Pour moi, P, ça représente un produit d'une liste. Alors, comment il s'appelle la liste? Liste produit. Alors, sauf que pour lui dire que liste produit, il faut la chercher dans le modèle, ben, on va utiliser une expression qui commence par $ et entre les accolades. C'est une expression. Alors, en fait, maintenant, vous allez trouver comme GSF, comme GSTL, comme chaque framework, généralement, il dispose d'un certain nombre de directives qui lui indiquent qui fait la différence. Bon, vous utilisez $ ou parfois dièse ou parfois double moustache. Tout dépend des moteurs de template. Alors, en tout cas, ici dans ThemeLeaf, on va utiliser à chaque fois $ et vous ouvrez les accolades pour accéder à un attribut qui se trouve dans le modèle. Et pour chaque produit, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des TD. Et dans chaque TD, je vais afficher avec TH de point texte égal. Alors dans TD, c'est-à-dire entre TD et /TD, je vais afficher quoi? C'est P $. Bon, également, c'est un objet. P.id. Je sais P, c'est un produit, c'est un objet. Ce qui m'intéresse, c'est le ID du produit. Ben, je fais copier-coller. J'affiche désignation. J'affiche le prix, j'affiche la quantité et je teste. Oui. Comment il va savoir? La liste des produits. Parce qu'en fait, moi, ma requête, quand il est envoyé d'abord vers le contrôleur. N'est-ce pas? On est passé d'abord. Pour accéder à la vue, alors vous voyez dans MVC, on n'accède jamais à la vue directement. Moi, tout ce que je fais, j'accède toujours au contrôleur. Et ici, le contrôleur, qu'est-ce qu'il fait? Regarde. Le contrôleur, il va faire appel à la couche MIDI, il va récupérer les produits. Ensuite, il va les stocker dans le modèle. Une fois qu'il les stocke dans le modèle, c'est à ce moment-là qu'il va vers la vue. Il est? Tout à fait. Alors en fait, en réalité, dans notre architecture, si vous voulez, ici, vous voyez donc le contrôleur, il récupère les résultats, il les stocke dans l'objet modèle. Mais ici, vous avez, en fait, le contrôleur, il retourne un objet de type modèle and view. Ça veut dire quoi? Et il envoie deux informations. Le nom de la vue, que vous retournez, et lui envoie également le modèle. Et après, par la suite, le contrôleur, lui, quand il appelle la vue, il transmet également le modèle au moteur de template. Ça veut dire que le modèle, il se trouve dans le scope de l'objet request. Et du coup, donc, on va le retrouver. Alors maintenant, du moment qu'on a fait un changement, on sera ramené à redémarrer encore. Alors vous allez voir que maintenant, à chaque fois que vous faites des petites modifications, vous allez redémarrer votre application. Alors après, si vous ne voulez pas faire ça, on aura besoin de changer notre config. Donc c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure.
Alors, actualiser, slash index. Alors, vous voyez donc tout se passe bien. Ici, donc, j'ai un tableau de produits. Alors maintenant, je ne vais pas garder le tableau comme ça parce qu'au niveau design, c'est pas bien. Je vais utiliser Bootstrap. Alors pour utiliser Bootstrap dans notre application, je vais d'abord, il me faut donc un fichier CSS bootstrapmin.css. Je vais le chercher dans un exemple de projet. On va le mettre dans statique. Ça veut dire que dans le dossier statique de notre application, on va créer un dossier CSS. Et à l'intérieur du CSS, on va copier en fait, le framework bootstrapmin.css. Bon, ça, c'est le moyen manuel de le faire. Mais si vous voulez télécharger le framework Bootstrap, il y a un outil qui s'appelle NPM de Node.js. Généralement, c'est ce qu'on fait. NPM install Bootstrap. Il se connecte à Internet pour télécharger Bootstrap et l'installer. Donc, on pourra l'utiliser par la suite. Mais pour le moment, on n'a besoin que de ça. Alors maintenant, pour utiliser Bootstrap, on a besoin de l'inclure dans notre page. Donc on va utiliser link rel égale stylesheet. Le type, c'est texte slash CSS. href égale. Alors href quoi? Il y a un problème de chemin. Regardez. Nous avons la vue. Il se trouve dans template. Or, bootstrapmin, il se trouve dans le dossier statique. Donc, il faut sortir. C'est-à-dire, vous allez mettre /static /css bootstrapmin.css. Bon, ça, c'est juste pour retrouver, n'est-ce pas? Mais nous allons voir que si maintenant on va appliquer la classe CSS table. C'est-à-dire, je voudrais formater mon tableau en utilisant la classe CSS table qui est fournie par Bootstrap. Alors, si vous essayez vous allez juste remarquer déjà qu'à chaque fois que je fais une modification, je redémarre. Même si vous actualisez en principe, vous ne pouvez pas voir le résultat. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, le ThemeLeaf, il utilise un cache. Une fois que vous appelez une page une fois, quand il va la traverser, quand il va l'interpréter, il place le résultat dans un cache pour toujours accélérer le rendu. Alors si ce cache-là il est activé, donc même si vous actualisez à chaque fois, vous n'allez pas voir le résultat. Alors en fait, il y a un moyen pour désactiver ce cache, c'est d'utiliser une propriété qui s'appelle Spring ThemeLeaf Cache et vous mettez false. Alors dans la phase de développement, quand vous développez, vous pouvez le désactiver. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas envie de redémarrer à chaque fois pour finalement voir le rendu de la page, ce qui est un peu lourd. Mais vous le faites souvent comme ça si vous voulez. Mais comme je viens de changer la propriété, je vais quand même redémarrer. Alors maintenant, mais à chaque fois que je fais une modification dans la vue, je n'ai pas besoin de redémarrer le serveur. Pourquoi? Parce que le cache n'est pas activé. Alors, on actualise. Alors, vous allez voir que... alors, il y a quelque chose qui cloche. Alors, ce qui cloche, c'est quoi? Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai parlé de XHTML. Alors, regardez ici, donc, l'erreur, il vous dit, quelque part, il y a une exception qui est générée. Le type de l'élément link doit se terminer par la balise de fin correspondance. Tout simplement, c'est des problèmes très classiques. Alors ici, donc, j'ai utilisé link. Donc ici, à la fin, je dois mettre /link ou bien tout simplement /. Alors maintenant, j'ai pas besoin de redémarrer parce que j'ai désactivé le cache, n'est-ce pas? Mais la feuille de style CSS n'a pas été prise en considération. Pourquoi? Alors, on va regarder les outils de développement. Si vous regardez dans les éléments, vous actualisez, vous allez voir qu'il vous dit que Bootstrapmin, il ne l'a pas trouvé. Mais regardez le lien. En fait, le lien, c'est http localhost 8080 /static /css /bootstrapmin.css. Or, dans notre configuration, tout ce qui se trouve dans le dossier CSS, il est accessible par défaut.
Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de mettre slash statique. Parce que par défaut, toutes les ressources, il va les chercher dans le dossier statique. Donc normalement, dans notre chemin, il ne fallait pas mettre slash statique. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ben, vous avez deux moyens de faire. Soit vous enlevez la statique, vous le laissez comme ça. Comme ça va marcher. Mais le seul problème que l'éditeur, maintenant l'éditeur il vous dit que ce fichier n'existe pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, l'éditeur, je vais lui faire plaisir de lui dire, voilà le fichier CSS. Mais en même temps, quand je vais générer un résultat, je ne vais pas utiliser cet attribut href, je vais utiliser th-href. Égal à quoi? Ben, je mets ça. Alors, sauf que quand vous mettez th-href, à chaque fois que vous utilisez l'attribut href de TeamLeaf, vous utilisez la structure suivante. La référence avec at, et vous mettez entre accolades. Alors ça, c'est une expression TeamLeaf. Donc, cherche-moi dans le contexte courant le fichier bootstrapmin.css. Alors, dans ce cas-là, si vous actualisez, vous allez voir que maintenant, ça marche. Donc, j'ai bien mon tableau avec le style table. D'accord? Et si vous regardez donc votre code HTML, exactement. Alors, si vous regardez maintenant le code HTML, ici, actualiser, vous voyez donc Bootstrap, il le cherche dans CSS. Donc là, ça c'est un détail important. Alors maintenant, j'ai ici donc un tableau qui est affiché. Je vais quand même arranger ça. Je vais créer un div. Oui. Alors en fait, comme je disais, href, c'est un attribut HTML. HTML, souvent vous l'utilisez pour spécifier le chemin où se trouve la feuille de style CSS. Mais ici, nous sommes dans une contrainte. Quand vous travaillez généralement avec les frameworks, ils vous disent qu'il faut placer les vues dans un dossier particulier. Mais les ressources statiques, il faut les placer dans un autre dossier. Ben, du coup, donc, vous aurez besoin, quand vous mettez href, c'est juste ça va nous servir pour Eclipse. Parce que Eclipse, lui, il a besoin de savoir où se trouve ce fichier bootstrap.me. Mais quand je vais générer la page HTML à la fin, quand vous mettez th-href, qu'est-ce qu'il fait TeamLeaf? Il va ignorer ce th là, il l'ignore. Mais il va utiliser celui-là. Ben, du coup, donc, quand il génère la page HTML, plutôt ce qu'il va utiliser, c'est ce chemin-là et non pas ce chemin. D'accord? Alors, je vais ajouter un div ici. C'est-à-dire table, il est intérieur d'un div. Et je vais utiliser une classe que je vais appeler qui s'appelle container. Alors dans Bootstrap, container, c'est juste pour faire une marge à gauche, à droite. Exactement. Donc en fait, c'est déjà centré. Container, c'est juste pour mettre des marges par défaut, mais sinon, on peut toujours personnaliser l'affichage. Alors autre chose, je vais ici donc afficher. Donc ça c'est liste des produits. Alors maintenant, mais c'est pas ce que je veux. Je veux pas afficher tous les produits. Si vous avez des milliers de produits dans la page, c'est pas pratique. Des milliers de produits à afficher dans une page, il faut pas le faire. Donc on va afficher page par page. Alors regardez maintenant comment on va faire la pagination. Alors pour faire la pagination, je vais revenir à mon contrôleur. Alors c'est pas du JavaScript, non. Maintenant on est MVC côté serveur, ça veut dire qu'il n'y a pas JavaScript déjà. Pour le moment. Donc vous l'enlevez dans votre... on pourra l'utiliser pour quelques petites fonctionnalités. Mais quand on utilise MVC côté client, c'est à ce moment-là, tout se fait avec JavaScript. C'est la différence. Regardez. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer que dans la méthode findAll, alors vous regardez la méthode findAll. Il y a une méthode findAll qui retourne la liste des produits, mais vous avez également une méthode findAll qui reçoit un objet de type pageable. C'est déjà dans Spring Data. Donc la méthode qui permet de retourner page par page, elle existe déjà. Donc je vais utiliser findAll et je vais lui transmettre comme paramètre un objet qui s'appelle pageRequest. Et vous voyez donc pageRequest, on lui transmet exactement.
Regardez, on lui transmet deux paramètres. Le premier, c'est quoi? C'est la page. Je veux par exemple la page 0, c'est-à-dire le début de produit. Et combien de produits que je veux? Je veux que 4 par exemple. Mais quand vous faites find all, page request, il ne va pas retourner une liste, il va retourner une page. C'est un objet de type page. Page. Alors, qu'est-ce que vous venez de récupérer maintenant? Je n'ai pas récupéré tous les produits, j'ai récupéré que 4 produits. De quelle page? De la page 0. Alors maintenant, une fois que j'ai cette page produit, que je vais appeler page produit, alors maintenant, dans le modèle, qu'est-ce que je vais stocker? Je vais stocker page produit, point. Mais regardez, donc dans page produit, vous avez plein d'informations. Parmi les informations, vous avez par exemple total pages. À chaque fois qu'il vous retourne une page, il vous indique également il y a combien le nombre total de pages. Il vous indique par exemple aussi avec la méthode getContent. C'est ce qui m'intéresse. Regardez getContent, qu'est-ce qu'il retourne? Il retourne la liste de produits. Donc ça veut dire que moi ce que je veux, la liste de produits c'est quoi? C'est la page.getContent. Alors la méthode getContent, qu'est-ce qu'il permet de retourner? Il permet de retourner la liste parce que dans une page, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une liste de produits. Mais en plus de la liste, il y a d'autres informations comme le nombre total de pages, la taille de la page, le nombre d'enregistrements total. Alors tous ces éléments-là, ils vont nous servir pour créer, par exemple, le nombre total de pages. On en aura besoin pour afficher les liens. Alors si on actualise, alors maintenant vous allez remarquer encore que je vais encore redémarrer. Pourquoi? Parce que l'attribut avec le cache de TeamLeaf, ça concerne que les vues. Mais le code Java, à chaque fois que vous faites une modification, il faudrait redémarrer. Alors actualiser. Alors vous allez remarquer ici, donc je ne vais pas afficher tous les produits, mais j'ai affiché que 4 produits. Alors maintenant, moi ce que je veux lui demander à travers l'URL, je veux quelle page? Par exemple, je veux la page 0, and, je veux le nombre de pages, par exemple, 6. Et après, c'est à moi de demander est-ce que je veux la page 0, ou bien la page 1, la page 2, etc. Alors pour cela, maintenant, comment récupérer ces paramètres page et les paramètres size dans le contrôleur? C'est très simple. Ici, dans la méthode, dans notre méthode, il suffit de déclarer un paramètre page et un paramètre size. Alors par défaut, si vous mettez rien, à chaque fois le contrôleur, il va regarder la requête HTTP, il va lire d'abord le paramètre page. Alors vous savez que dans une servlet, pour lire un paramètre URL, vous utilisez l'objet request.getParameter. Alors ici, vous n'avez pas besoin de le faire, c'est Dispatcher Servlet qui va le faire. Request.getParameter page, et après il va vous le donner directement ici. À moins si le paramètre a un nom quelconque qui est différent de la variable, par exemple ici vous mettez P et là vous mettez S. Alors dans ce cas-là, quand il va chercher le paramètre P, il ne va pas le trouver. Donc ça veut dire qu'ici on a besoin d'utiliser une annotation qui est très utile juste avant. L'annotation s'appelle request mapping, request param. Request param. Entre parenthèses, name égale quoi? Alors, avec request param, je suis en train de dire à dispatcher servlet, s'il te plaît, tu vas utiliser l'objet request.getParameter, tu vas chercher un paramètre qui s'appelle page. Une fois que tu le trouves, tu vas l'affecter à cette variable. Et je fais la même chose, mais si jamais le paramètre n'existe pas, l'avantage ici, c'est que vous pouvez donner une valeur par défaut. Comment? Default value. Default value. C'est quoi la valeur par défaut? Pour moi, c'est 0. Ça veut dire maintenant, même si on spécifie la page, la valeur par défaut, c'est 0. Je fais copier la même annotation, je la mets ici. Donc ici, je vais mettre paramètre size et la valeur par défaut. Par exemple, je suppose que j'ai besoin de 5 enregistrements.
C'est bon? Et après ici, je vais utiliser new page request. Je ne vais pas mettre 0, je vais mettre quoi? P et S. P ça représente la page et S ça représente size. Alors avec ça donc j'ai réglé le problème de pagination, mais manuellement. Alors maintenant il faut afficher les liens qui vont nous permettre de naviguer dans les différentes pages. Actualiser. Alors si vous mettez /index, vous mettez rien, alors par défaut il vous affiche quelle page? S'il vous plaît. Quelle page qu'on affiche par défaut? C'est la page 0. D'ailleurs la preuve ça commence par 1. Et combien d'enregistrements dans la page? 5. Par défaut c'est size c'est 5. Alors si vous mettez... Non, on a utilisé default, c'est 5. Et vous voyez donc ici ce n'est plus 4, j'ai utilisé S. D'accord? Alors mais par contre si vous mettez point d'interrogation, page égale à 1, il vous affiche la page 1. Page égale à 2. Vous voyez, c'est plus la même chose. Et si vous voulez encore, si vous ne spécifiez pas size, par défaut c'est 5. Si vous mettez and size égale 10, and size égale à 10. Non, mais on devrait avoir 10 enregistrements. Ah, d'accord, oui. Non, mais... Ah oui, il n'y a pas beaucoup de... D'accord. La page 0. Oui, c'est normal, vous avez raison. Parce qu'en fait, donc on est déjà à la fin. Bref, donc on a réglé ça, mais en réalité, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ne va pas taper donc, le numéro de page, mais on va créer les liens. Alors, comment on va faire ça? Donc, c'est ce que je vais vous montrer. L'étape suivante. Alors, s'il vous plaît. Donc, pour afficher les liens pour la pagination, ben, je vais, dans le modèle, je vais créer d'abord un tableau de pages. Int page égale new int. Il y a combien de pages au total? Je vais créer un tableau. La dimension de ce tableau, c'est combien? C'est total. En fait, on n'a pas besoin parce que page produit, vous avez une méthode qui s'appelle getTotalPages. C'est tout. Vous voyez donc l'objet page avec Spring Data, c'est déjà fait pour régler le problème. Donc on l'utilise tel quel. Donc ici, donc, je connais le nombre de pages, mais je dois le stocker dans le modèle. Point add attribute. Add attribute. Page. Alors ça veut dire que dans mon modèle, j'ai également un tableau qui contient le nombre de pages. S'il vous plaît. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va afficher les liens. Alors ce qu'on veut faire, c'est ça, maintenant. En fait, c'est les numéros de pages, c'est des entiers. Donc moi, j'ai juste besoin de parcourir un tableau dans la vue. D'accord? J'ai besoin de parcourir un tableau, donc j'ai besoin d'un tableau qui contient combien d'éléments? Le nombre de pages. Alors après, donc je vais l'utiliser. Alors c'est ce que je vais vous montrer ici. Donc j'ai besoin d'afficher ça. De 0 jusqu'à combien? De 0 jusqu'à le nombre de pages. Donc soi-disant, mon tableau, c'est bien ça. C'est un tableau. Alors je vais l'afficher. Oui, si vous voulez le faire après, on peut le faire. Mais pour le moment, on suppose que le nombre de pages, c'est fixé. Ok? Mais justement, nous, on va essayer donc de naviguer sur l'ensemble des pages qui existent. Mais maintenant, si le nombre de pages dépasse des centaines, ça c'est encore, on ne peut pas le faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans la vue? Alors, tout en bas, regardez, on va créer un div. À la fin de notre tableau, on va créer un div. Alors, dans ce div, on va utiliser UL, LI.
Alors ça, en principe, c'est des listes. Mais avec CSS, avec Bootstrap, ça devient une barre de navigation facile. On va utiliser une boucle. C'est th each égal. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais parcourir? Pour chaque page P, en fait P, je vais l'appeler PA, si vous voulez, 2 points. Je peux l'appeler P de toute façon, je peux l'appeler page, si vous voulez. Pour chaque page PA, de quoi? $, page. Qu'est-ce que je vais mettre là? $. Qu'est-ce que j'affiche? PA. Mais si vous allez remarquer, si vous actualisez, vous allez avoir, en fait, vous allez avoir que de... En fait, j'ai changé... La période c'est content. Oui. Bon, j'actualise, actualiser, vous allez voir quand même, il affiche, regardez. Bon, ça, il n'a pas compris pourquoi. Alors, en fait, c'est pas comme ça qu'on affiche les valeurs. Il faut utiliser th-text. Ok? Actualiser. Mais vous allez voir que des zéros. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a créé un tableau, mais c'est quoi la valeur de chaque élément du tableau? C'est la valeur par défaut, c'est 0. Moi, je ne veux pas afficher la valeur du tableau. Je veux afficher l'index. Alors, pour cela, je vais ajouter ici, dans la boucle, PA, virgule, je vais ajouter status. Alors, en fait, quand vous parcourez sur deux paramètres, donc status, qu'est-ce que ça représente status, ici? Si vous l'affichez, vous allez voir qu'il va vous afficher pas mal d'informations. Regardez, pour chaque élément du tableau, il vous affiche l'index. C'est quoi l'index? 0 jusqu'à 5. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'index. Donc, je vais utiliser status.index. Exactement. Status.index. Alors, si je fais ça, bon, a priori, ça marche. Maintenant, je dois l'afficher comme étant un lien. A. Pour cela, je vais utiliser ici th-text. Je ne vais pas le mettre là. Je vais le mettre ici. A, th-text. Bon, je n'ai pas changé grand-chose. Ça va rester toujours la même chose. C'est des liens, n'est-ce pas? Alors, sauf que maintenant, je vais utiliser Bootstrap, effectivement. Je vais utiliser la classe nav. En fait, la classe nav permet d'afficher une navigation. Vous voyez, comme ça. Mais je voudrais que ça soit dans la même ligne. J'utilise une classe qui s'appelle navpills. Attends ça. Alors maintenant, il me faut, une fois que je clique, je fais appel. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser dans A, je ne vais pas utiliser href, mais je vais utiliser th-href. Alors, je vais faire th-href, donc j'utilise toujours l'expression, une référence vers quoi? Vers index. Donc, j'appelle toujours index. Mais avec quel paramètre? Au lieu de faire point d'interrogation, page égale valeur, pour ne pas faire ça, alors TeamLeaf, il va comprendre. Vous mettez entre parenthèses. Quand vous mettez index entre parenthèses, chaque parenthèse, il contient des paramètres. Page égale valeur. Alors, c'est quoi la valeur de la page? C'est status.index. Et si vous voulez size, on met le size par défaut. Alors maintenant, ici, donc, dans notre application, on ne va pas toucher size. Hein, si vous voulez, on peut le fixer. Mais si vous voulez que ça soit... on va l'ajouter tout à l'heure. Alors si on regarde, actualiser, qu'est-ce qu'on va voir? Alors ici, donc, quand je clique sur 2, j'ai bien la page 2.
la page 4. Alors, je vais quand même ajouter size. Pourquoi size? Parce que c'est important de donner la possibilité au client de changer. Parce que si, par exemple, il aime, s'il aimerait bien afficher 10 au lieu de 4, je lui laisse la possibilité. Alors, comment je vais faire ça? Donc, je vais faire dans le contrôleur. Ici, j'ai déjà size. Alors, modèle.add attribute. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter un attribut size. Dans la valeur, c'est quoi? C'est size. Dans l'attribut, c'est pas size, c'est S. Je vais également ajouter la page courante. J'en aurai besoin. Add attribute. Alors, c'est quoi la page courante? Alors, c'est pas 0, c'est P. Et pourquoi j'ai fait ça? Alors maintenant, je ne veux plus redémarrer à chaque fois. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vers pom.xml, c'est très simple. Dans pom.xml, je vais ajouter une dépendance. Alors, vous voyez donc les dépendances que vous avez ajoutées. Je fais un copier-coller d'une dépendance quelconque. C'est toujours Spring Boot. Vous ajoutez une dépendance qui s'appelle DevTools. En fait, DevTools, il règle le problème. Il suffit de l'ajouter. Si vous redémarrez l'application, vous allez remarquer maintenant, à chaque fois que vous modifiez dans le code Java, vous n'avez plus besoin de redémarrer parce qu'il le fait automatiquement. Même dans le code Java. À chaque fois que vous faites une modification, il le fait. Mais ça, c'est pratique dans la phase de développement, mais une fois que vous terminez, il faut l'enlever. Pourquoi? Parce que DevTools, il désactive tous les caches, y compris celui de TeamLeaf. Ça veut dire que si vous travaillez avec DevTools, vous n'aurez plus besoin de faire ce que nous avons fait tout à l'heure dans le fichier application.properties. C'est-à-dire cet attribut que nous avons ajouté, vous n'avez plus besoin. Parce que DevTools, il fait pratiquement la configuration, si vous voulez, pour désactiver toutes les options du cache. Vous voyez donc déjà, à chaque fois que je modifie quelque chose, il fait à chaque fois ça. Mais parfois, ça peut vous déranger. Chaque fois que vous faites une petite modification, il recharge. Mais ce n'est pas grave. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai? Dans mon application, j'ai size et j'ai page courante. Alors ça veut dire que dans la vue, ici donc j'envoie la page, mais également j'envoie size, virgule, size. Alors c'est quoi size? C'est $size. Pourquoi? Parce que size, je l'ai déjà dans le modèle. Actualiser. Bon, alors vous allez voir que maintenant, petit problème, il y a une exception. Alors sûrement on a fait une erreur ici. Il y a une accolade en plus, non? Si. Alors il n'a pas compris l'expression. After parsing expression there is data. Il y a une virgule qui manque ici. Alors index entre parenthèses page égale. Il faut fermer d'abord l'accolade ici. Donc ça c'est le premier paramètre. Page égale valeur, virgule, paramètre égale valeur. Alors ici donc dans le lien à chaque fois je vois size. D'ailleurs par défaut c'est 5. Alors si c'est une valeur différente, ça va rester la valeur. Alors maintenant, la dernière chose qui reste, c'est que je devrais afficher la page courante. Parce qu'avec ça, il faudrait colorier différemment la page courante. Alors comment je vais le faire? Ben, c'est très simple. Dans LI, je vais utiliser TH-class. Alors ça veut dire quoi TH-class? Ça veut dire que je vais appliquer une classe CSS si une condition est vérifiée. Vous savez, classe HTML, si vous appliquez une classe. Mais quand vous mettez TH-class,
Ça veut dire que je vais faire une condition. Si la condition est vérifiée, j'applique une classe. Sinon, j'applique une autre classe. Alors, qu'est-ce que je vais faire? L'expression, je la mets entre accolades. C'est quoi la condition? Comment? Classe. TH classe. Alors, c'est quoi la condition? Si la page courante égale à quoi? Égale à status point index. On est bien d'accord? Dans ce cas-là, deux points. Point d'interrogation. C'est quoi la classe que je vais appliquer? Ça s'appelle active. En fait, dans Bootstrap, il y a une classe qui s'appelle active. Deux points. Je mets une chaîne vide. Alors ça, c'est une expression. Vous voyez, donc, si la condition est vérifiée, j'applique cette classe, sinon j'applique l'autre classe. Alors pour moi, la page courante, c'est ce que j'ai spécifié dans le contrôleur. Vous voyez, page courante, c'est la page. C'est-à-dire la page qui est affichée. Non. Alors on accède directement, si vous voulez, quand vous mettez l'expression, vous accédez directement à la page. Actualiser. Une erreur. Alors il y a une erreur ici. Alors, page courante, il faut mettre $. Égal à quoi? $. Status. Ouais. Alors, je crois que j'ai perdu quelque chose ici. Alors, $ page courante égale status.index. Alors, je jette un coup d'œil sur l'expression. C'est déjà ici. C'est page courante égale status.index, deux points. A priori, ça marche. Il y a une accolade qui manque? Allez-y. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? TH. Quelle accolade? La première? Ah, d'accord, oui, vous avez raison. En fait, parce que quand vous utilisez TH class, il sait déjà que c'est une expression. Alors regardez, la page courante, il est déjà colorié et après vous avez... Voilà. Alors ça c'est les éléments. On va juste utiliser un div container, comme ça on va l'aligner à l'autre. Classe égale container. Alors, on a fait ça pour les produits, mais en fait, nous, ce qu'on veut, c'est chercher les produits. Donc, on va ajouter un formulaire pour chercher les produits. Alors, est-ce qu'on va ajouter le formulaire? Tout en haut, on va ajouter un autre div. Alors, vous allez voir, c'est pas compliqué. Alors, div, classe égale toujours container. On va créer un formulaire. Alors, on ne va pas utiliser, si vous voulez, action, mais on va utiliser th action. C'est plus pratique. On va utiliser $. Alors maintenant, on va appeler toujours index. Si, on va utiliser action, si vous voulez. On reste toujours dans la même page. Juste pour vous dire qu'en principe, th action, il remplace le action classique. Quelle est la méthode qu'on va utiliser? Alors, par défaut, on va utiliser get. Alors, ici, on va créer un label. Mot-clé. On va créer une zone de texte.
input type égale texte, name égale MC, mot-clé. Et on a besoin d'un bouton chercher. Alors pour le bouton chercher, je vais utiliser une classe CSS, BTN primary par exemple. Ça c'est pour Bootstrap. Vous avez le formulaire, il est là. Donc mot-clé. Mais quand je clique sur chercher, maintenant je dois changer ma méthode parce que je ne veux plus afficher, je dois chercher. Je dois lire également le mot-clé. Quand je tape par exemple HP, je dois chercher que les produits dont la désignation contient HP. Alors maintenant, on revient à notre contrôleur. Maintenant, on ne va plus utiliser la méthode find all. On va utiliser une méthode qui permet de chercher. Cette méthode, est-ce qu'on l'a créée? On ne l'a pas créée. Mais on va revenir à l'interface produit repository et on va l'ajouter. Bon, je vous ai déjà montré comment le faire. Mais je ne vais pas retourner une liste. S'il vous plaît. Alors, je ne retourne pas une liste, je vais retourner une page. Page. Parce que c'est toujours de la pagination. Page quoi? Produit. Je vais l'appeler chercher. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? Le mot-clé. Mais quand vous faites la pagination, il faut transmettre un objet de type pageable. À chaque fois que vous avez une méthode qui retourne une page, on va déclarer un objet de type pageable. Alors, il faut toujours faire attention pageable de Spring Data. Parce qu'en fait, il y a plein de packages. Ne choisissez pas toujours des packages qui ne sont pas corrects. Alors maintenant, c'est normal parce que je ne veux pas chercher tous les résultats. Je vais chercher que les résultats de la page telle et la dimension de la page. Donc ici, donc, le moyen pour faire la pagination, c'est d'utiliser un paramètre de type pageable. Mais pour que Spring Data puisse comprendre plutôt qu'est-ce qu'il doit faire, on va utiliser la notation query. Alors la notation query, c'est select p. Ça c'est le HQL. From la classe produit p, where p.désignation like le point x. Et après il faut remplacer x par sa valeur avec quelle annotation? Parent. Vous voyez donc en quelques... Alors vous voyez donc à chaque fois que je modifie, il recharge... à chaque fois que je fais une modification, il redémarre l'application. Alors est-ce qu'il n'y a pas d'erreur ici? Select p from produit p, where p.désignation like le point x. Alors maintenant au niveau du contrôleur, au lieu d'appeler la méthode find all, on va appeler la méthode chercher. Mais chercher, il attend le mot-clé. Donc ça veut dire que dans ma méthode, j'ai besoin également de déclarer un paramètre MC. Alors si vous voulez lui donner une annotation request mapping, comment il s'appelle le paramètre? MC. C'est quoi la valeur par défaut? C'est normal. Pourquoi? Mon champ, le champ que j'ai écrit ici, type text name égale MC. Donc ça veut dire le paramètre s'appelle, si je l'appelle ici mot-clé comme ça, il faudrait changer ici. Je vais ici utiliser pas MC, c'est mot-clé. Ok? Ça veut dire que je lis le paramètre mot-clé et je l'affecte à la variable MC. Alors ici donc je vais utiliser donc MC virgule new page request. Mais à condition de mettre, si vous voulez, on va ajouter un pourcentage avant et un pourcentage après, comme ça, quelle que soit la position du mot-clé. Alors, on fait la recherche sans problème, actualiser. HP. Alors, je vois ici, ben, je vois rien. Si. Je vois que il n'y a pas de H. Oui. J'ai oublié quelque chose?
Mot HTML. HTML. Oui. J'ai oublié un T. Merci. Alors c'est normal ici, donc j'ai le mot-clé, donc il le cherche, il ne l'a pas trouvé, donc il va chercher la valeur par défaut, c'est une chaîne vide, donc il va toujours chercher il va retrouver tous les produits. Ah, il faut actualiser. HP. Voilà. Alors je vois que les produits dans la désignation contiennent le mot HP. Alors il faut quand même afficher la valeur dans la zone de texte. Ça veut dire on va utiliser ici value égale à quoi? Le mot-clé. Bon, ce mot-clé là, si vous voulez, il faut MC ou la mot-clé si vous voulez, mot-clé. Il faut le placer dans le modèle. Ça veut dire que la même chose, tout ce que vous affichez dans la vue doit être stocké dans le modèle. Comment? Modèle.add attribute mot-clé, virgule, c'est quoi la valeur? Ça veut dire qu'à chaque fois que je lis, oui, ou bien j'ajoute tous les paramètres dans le modèle. Il y a moyen de ne pas faire ça. Je vais vous le montrer après. C'est-à-dire, vous dites add all attributes. Ça veut dire que tous les attributs que vous avez dans le paramètre, il va les ajouter. C'est ça les frameworks. Donc, toujours, quand vous répétez des choses, le framework le fait déjà, en principe. Bon, actualiser. Alors, mot-clé. Alors, en fait, je dois changer. C'est pas value, c'était h-value. TH-value. Je vais quand même faire un petit paragraphe comme ça pour faire un décalage. Ça, c'est du bricolage. Voilà. Mais le problème maintenant, il reste un petit détail. Regardez. Quand je clique, hop, c'est pas normal. Regardez. HP. J'ai combien de pages? Combien de pages de produits contenant HP? Il y en a 4. Mais quand je vais vers la page 1, je n'ai plus 4, j'ai 9. J'ai 10. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ici, quand je vais à la page, je ne vois plus le mot clé. C'est-à-dire, si toujours je reviens vers le mot-clé, la valeur par défaut, c'est une chaîne vide. Ça veut dire que pour rester dans le même mot-clé, il faudrait changer au niveau de ce lien. Ici. À nouveau, il faut envoyer également virgule. À chaque fois que je clique, j'envoie le mot-clé égal $. Dans le modèle, il y a mot-clé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant, si je regarde, quand je fais /index, je ne mets rien par défaut. J'ai la liste de tous les produits. Je cherche HP. Alors maintenant, si je clique sur le lien, je reste toujours sur le mot-clé égal HP. C'est-à-dire, je reste toujours sur les 4, je navigue dans les 4 pages. Je suis toujours dans la même recherche. C'est bon? Alors, on a presque réglé le problème. Il nous reste juste, on va ajouter un lien pour supprimer un produit. Alors, je vais ajouter un lien pour supprimer le produit. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais ajouter ici, c'est pas un bouton, un lien hypertexte. Ici. On va utiliser A. Delete. Alors, on va utiliser href. La même chose, on va utiliser add. On va appeler une action qui s'appelle delete. Mais on va lui envoyer un paramètre. C'est quoi? C'est ID. C'est quoi le ID? Il est là, le ID. Le ID, c'est $p.id. Okay. Alors ça, c'est le lien. Actualiser. Vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous allez vers delete, point d'interrogation, ID égale 30. Maintenant, l'action delete n'existe pas. Voilà, ajouter. Alors, dans mon contrôleur, ça veut dire on va ajouter une méthode. Voilà, exactement. String, delete. Qu'est-ce qu'il reçoit comme paramètre? ID.
C'est toujours string, pourquoi? Parce qu'on retourne toujours le nom de la vue. Parce que quand je fais une action, je reviens vers une vue. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, produit repository. Pour supprimer un produit, c'est point delete. Ça existe déjà, donc pas besoin de la créer. Et en même temps, qu'est-ce que je vais retourner? La vue. Quand je supprime, je reviens vers quelle vue? La même? Soit que je mets produit, ou tout simplement je fais une redirection. Comment? Return. Je fais une redirection. Comment? On utilise redirect / index. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire une fois qu'il termine cette action. En fait, déjà ici, il ne l'a pas accepté. Pourquoi? Parce que delete, il attend un long. Parce que le ID, il est de type long. C'est bon? Une fois qu'il termine, il fait une redirection vers / index. Ou bien return produit. Vous allez vers la vue. C'est un peu différent. L'autre, c'est un forward et l'autre, c'est une redirection. Ça veut dire, je supprime d'abord, je retourne vers le client et le client, à nouveau, il va automatiquement appeler index pour charger la page. Alors, c'est l'occasion de vous montrer comment faire la redirection. Alors, si on essaie de regarder, regardez, il y a un petit détail. Je vais supprimer le produit numéro 30. De quelle page? 2. Je supprime. Alors déjà, il me dit qu'il y a quelque chose qui n'a pas été trouvé. Delete, c'est normal. Il ne va pas comprendre ce delete-là. Il faut utiliser la notation. Exactement. Request mapping. Alors, value égale, c'est / delete. Si vous voulez spécifier la méthode, on ne l'a pas fait tout à l'heure, mais par défaut, c'est get. Donc, l'attribut méthode égale, il y a une entité qui s'appelle request method .get. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour accéder à delete, il faudrait absolument envoyer une requête avec get vers / delete. Si vous ne mettez pas méthode, par défaut, il suppose c'est get. Mais quand on va faire l'ajout, on va utiliser post. Alors, on affiche, maintenant je suis dans la page 0, je vais supprimer le produit 10. Vous allez voir que le produit 10, en fait, il est supprimé. Alors, le produit 5, il est supprimé. Oh, il est supprimé. Mais le problème, c'est que quand je cherche, je suis dans la page 3. Dans la page 3, je veux supprimer le produit numéro 42. Je le supprime. Il est supprimé, mais je reviens vers / index, c'est-à-dire... Alors, comment faire pour rester dans la même page et avec le même mot-clé? Ça, c'est le dernier petit détail. Il faut envoyer les paramètres. Comment? Alors, ça veut dire qu'ici, quand je fais la suppression, quand j'appelle delete, j'envoie quand même string, le mot-clé. Et j'envoie également la page. Et j'envoie également... Alors, tout ça, on peut le simplifier. Ça veut dire que notre lien que nous allons créer, en plus de cela, le lien, il va envoyer, il est là le lien, on va mettre virgule, à quoi est égal page. Comme ça, il va garder toujours la page courante. La page, c'est quoi? C'est $ page courante. Size, virgule. Size égale à quoi? $size, virgule. L'autre, c'est mot-clé. Mot-clé égale $mot. Alors, je reçois tous ces paramètres-là, et quand je fais la redirection, je lui envoie page égale page plus and size égale size plus and mot-clé égale mot-clé.
Alors, c'est juste parce on pourrait simplifier, mais envoyer toujours les paramètres comme ça nous permet de régler le problème. Alors, si on regarde, ça devient maintenant presque parfait. Alors, je retourne. Je suis en train de chercher HP. Je suis dans la page 3 des produits HP. Okay? Je vais supprimer le produit 44. Vous voyez, donc je reste toujours dans... Je suis toujours dans la même page et dans le même mot-clé. Je suis en train de supprimer dans une page. Okay? Alors la preuve, si je suis dans la dernière page, vous allez voir la différence. Alors si vous voulez garder l'état, vous voyez donc pour garder l'état, ici on est obligé à chaque fois d'envoyer des paramètres URL, n'est-ce pas? Comment? J'ai pas compris. Oui. Mais le nombre de pages va changer. La dernière page me fait avoir, mais en tout cas il faut... Mais avec quelques petits détails, mais en tout cas, vous avez ici un premier exemple d'application